La lumière bleutée de ton téléphone projette des ombres déformées sur les murs de ta chambre, créant un théâtre de silhouettes qui semble se moquer de ton insomnie. Il est 2 heures du matin, cette heure où le silence devient assourdissant et où les défenses s'écroulent. Tes doigts tremblent légèrement, une vibration presque imperceptible qui trahit l'orage intérieur, alors que tu fais défiler ce fil d'actualité que tu devrais fuir comme un poison. Tu t'étais promis de ne plus regarder, de ne plus chercher, mais la curiosité est une plaie qu'on ne peut s'empêcher de gratter. Et là, l'image te frappe comme une lame de glace glissée entre les côtes, coupant le souffle et figeant le sang. Ils sourinent. Ils sont à cette terrasse de café baignée de soleil, celle-là même où tu aimais tant t'installer pour refaire le monde. Sa main est posée sur son épaule avec cette même possession décontractée, ce geste propriétaire qu'il affichait autrefois avec toi pour marquer son territoire. La nouvelle proie rayonne, elle affiche ce bonheur insolent et fragile des débuts, totalement ignorante du chronomètre invisible qui s'est déjà déclenché au-dessus de sa tête. Tu ressens cette brûlure familière, ce mélange de nausées acides et d'injustice pure. Tu te demandes, la gorge nouée, comment il a pu t'effacer si vite? Comment cette nouvelle personne peut sembler combler le vide abyssal que tu as laissé? Mais regarde de plus près, au-delà du filtre flatteur et de la mise en scène. Zoom sur son regard à lui, juste derrière l'éclat forcé de ses dents blanches et la pose travaillée. Ce n'est pas de la joie que tu y trouveras. C'est une vérification de l'angle de vue, une analyse froide de l'impact visuel. C'est une mise en scène macabre, une pièce de théâtre de boulevard dont tu es l'unique spectatrice visée, le public cible de cette cruauté numérique. Le théâtre commence toujours par un bombardement affectif, une saturation sensorielle conçue pour paralyser l'esprit critique. Cette nouvelle source de ravitaillement est actuellement inondée sous une cascade de compliments hyperboliques, de cadeaux symboliques et de promesses de lendemain qui chantent. Pour elle, il est l'homme providentiel, l'anomalie statistique merveilleuse, l'âme sœur surgit du néant pour penser ses propres blessures. Elle ne voit pas encore les fils invisibles, fins comme de la soie, mais solides comme de l'acier, qui s'enroulent progressivement autour de ses poignets et de sa volonté. Elle ignore que chaque mot doux, chaque « je n'ai jamais ressenti ça pour personne » est une brique supplémentaire dans la prison de verre qu'il bâtit patiemment autour d'elle. Mais toi, tu connais la partition par cœur, tu en as été la soliste avant d'être jeté dans la fosse. Tu sais que ce n'est qu'une question de temps, de semaines ou de mois, avant que la musique ne devienne dissonante, avant que les premières fausses notes ne déchirent le silence des nuits. Ce qu'il cherche chez elle, c'est précisément ce qu'il a épuisé chez toi jusqu'à la dernière goutte. Cette capacité à s'émerveiller, cette empathie débordante, cette énergie vitale qu'il aspire comme un parasite pour masquer son propre néant intérieur, ce désert affectif qu'il porte en lui depuis toujours. Pourtant, une ombre plane déjà sur leur idylle de carton-pâte, une ombre qui porte ton nom, tes souvenirs, et cette profondeur d'âme qu'il ne retrouvera jamais ailleurs, car on ne remplace pas une œuvre d'art par une photocopie, même si la photocopie est plus facile à manipuler. Le prédateur narcissique est un collectionneur de reflets, un être qui n'existe que dans le regard de l'autre. Au début, ton idole, la nouveauté l'exalte. Elle lui donne l'illusion d'être vivant, d'être quelqu'un de bien. Il se délecte de la surprise, de la conquête, de cette sensation de toute puissance que lui procure le fait de séduire une nouvelle proie, de voir ses yeux s'illuminer quand il entre dans la pièce.
Il utilise la projection d'avenirs fictifs pour lui faire croire à un destin commun, à des voyages, à une maison, à une vie de famille idéale, exactement comme il l'a fait avec toi, utilisant les mêmes mots, les mêmes intonations, les mêmes promesses vides. Il lui raconte peut-être même, avec un air de victime tragique, que tu étais la méchante, la folle, l'instable, celle qui n'a rien compris à sa sensibilité exceptionnelle. C'est un scénario usé jusqu'à la corde, une tragédie grecque de bas étage, mais qui fonctionne toujours sur une âme qui a faim de reconnaissance et de sens. Mais après 6 ou 8 semaines, quand l'adrénaline de la chasse retombe, le vernis commence à craquer de toutes parts. Le silence s'installe entre deux éclats de rire forcés, un silence lourd, chargé de reproches muets. Il commence à remarquer, avec une déception croissante, que cette nouvelle personne, malgré toute sa bonne volonté et ses efforts désespérés pour lui plaire, n'a pas ta répartie, n'a pas ta culture, n'a pas ton intuition fulgurante. Elle n'a pas cette manière unique que tu avais de devancer ses besoins avant même qu'il ne les exprime, cette façon que tu avais de lire entre les lignes de ses mensonges. L'ennui est le pire ennemi du narcissique, c'est son enfer personnel. C'est un trou noir émotionnel qui dévore tout sur son passage, la passion, l'intérêt, la décence. Dès que la phase de conquête s'achève et que la proie est acquise, il se retrouve face à la réalité crue. La nouvelle source est humaine, donc imparfaite, donc décevante par définition. Il commence alors un jeu cruel et systématique de comparaison mentale. Il te place sur un piédestal secret, non pas par amour résiduel pour toi, il en est incapable, mais pour mieux écraser, humilier et dévaluer celle qui partage son lit aujourd'hui. Il se souvient, avec une nostalgie toxique, de la qualité du ravitaillement émotionnel que tu lui fournissais. Tu étais son carburant de haute performance, une essence pure, une source intarissable de validation que cette nouvelle venue, plus fade, plus naïve ou moins investie intellectuellement, ne parvient pas à égaler malgré ses simagrées. Il réalise avec une amertume corrosive que le changement n'est pas une amélioration, mais une régression. Il a troqué un diamant brut, complexe et fascinant, pour un morceau de verre poli, brillant mais sans profondeur. Et cette constatation le rend furieux contre lui-même, une fureur qu'il va projeter sur sa nouvelle victime. Cette fureur se traduit par des micro-agressions quotidiennes, des petites piques distillées avec un sourire en coin. Il va commencer à mentionner ton nom au détour d'une phrase, l'air de rien, comme si c'était une pensée fortuite. Il dira, avec un soupir mélancolique, « Mon ex cuisinait ce plat avec une épice particulière. C'était incomparable. Elle avait un don pour les saveurs. » Ou encore, « Elle comprenait mes silences sans que j'aie besoin de parler. C'était une connexion presque télépathique. » C'est la triangulation, cette technique de torture psychologique raffinée qui consiste à faire entrer un tiers, réel ou fantasmé, dans la relation pour susciter la jalousie, l'insécurité et la compétition. La nouvelle victime commence à se sentir en compétition permanente avec un fantôme, une version idéalisée de toi qu'il a créée de toutes pièces pour la tourmenter. Elle se met à scruter tes réseaux sociaux avec une obsession maladive, à essayer de décoder tes moindres publications, à essayer de comprendre qui tu es vraiment. Quelle est cette magie que tu possédais et qui semble tant lui manquer à lui? Elle devient une détective de sa propre douleur, cherchant dans tes photos, dans tes sourires passés, les indices de sa future déchéance, les preuves que la place qu'elle occupe est déjà hantée. Pendant ce temps, dans le secret de son esprit malade et fragmenté,
le narcissique prépare sa manœuvre de retour. Il ne peut pas supporter l'idée que tu puisses guérir, que tu puisses exister, respirer et rire sans lui. Sa plus grande peur, son angoisse existentielle, est ton indifférence totale. Pour lui, être détesté est encore une forme de lien, mais être oublié est une mort définitive. Alors que la nouvelle relation s'enlise dans une routine médiocre qu'il déteste, il commence à envoyer des sondes, des ballons d'essai, un message anonyme sur une plateforme oubliée, un appel qui ne sonne qu'une fois au milieu de la nuit, une interaction étrange ou un like accidentel sur une photo datant d'il y a 3 ans. Il veut vérifier si la porte est encore entr'ouverte, si le verrou a été changé. Il se persuade, avec une mauvaise foi sublime, que tu es son grand amour perdu, la seule qu'il ait jamais compris, oubliant commodément les mois de manipulation de la réalité, les gaslighting répétés et les humiliations publiques qu'il t'a fait subir. Pour lui, tu n'es pas un être humain avec des droits et des sentiments, mais une réserve de secours, un groupe électrogène qu'il a laissé sur le bas-côté et qu'il compte bien récupérer maintenant que son réservoir actuel fuit de toutes parts et que les lumières s'éteignent. Je m'arrête un instant ici, car ce que nous explorons ensemble demande une force d'âme que peu de gens soupçonnent. Je parle à la première personne parce que je vois ton combat. Je sens cette tension dans tes épaules, ce nœud dans ton estomac, chaque fois que son souvenir, comme un spectre, traverse ton esprit. Nous sommes en train de poser les fondations d'un espace de vérité brute, un sanctuaire contre la folie. Pour que ce message voyage plus loin, pour que nous puissions atteindre ce cercle de 1000 consciences éveillées que je me suis fixé comme premier horizon, chaque présence, ici, est une pierre angulaire, un rempart contre l'oubli. Ce n'est pas une question de statistiques ou d'algorithmes, c'est une question de poids collectif, de masse critique face à l'obscurité. Ta présence ici, ton attention soutenue, c'est ce qui permet à cette flamme de ne pas s'éteindre sous le vent de ses mensonges. Nous bâtissons ce sanctuaire ensemble, mot après mot, paragraphe après paragraphe, jusqu'à ce que le bruit de leur manipulation soit définitivement couvert par la clarté cristalline de notre lucidité partagée. Le narcissique est un éternel affamé, un tonneau des Danaïdes émotionnels. Il ne sera jamais rassasié parce que son estomac est percé, parce que son ego n'a pas de fond. La nouvelle proie, qu'il présentait avec emphase comme la femme de sa vie, l'élu, la perle rare il y a seulement 3 mois, est déjà devenue à ses yeux une charge insupportable, un miroir déformant qui lui renvoie sans cesse sa propre médiocrité et son incapacité à aimer. Il commence à pratiquer l'émiettage affectif avec elle, le breadcrumbing. Il lui donne juste assez d'attention, un compliment par-ci, une caresse par-là, pour qu'elle ne parte pas tout de suite, mais il lui retire toute chaleur réelle, tout investissement sincère. Il est physiquement là, assis en face d'elle au restaurant, mais son esprit est ailleurs, souvent tourné vers toi, vers cette époque où il se sentait tout-puissant, grâce à ton admiration sans bornes. Il regrette amèrement la version de lui-même qu'il voyait dans tes yeux avant que tu ne deviennes lucide. C'est cela qu'il cherche désespérément à retrouver, et non ta personne réelle. Il veut récupérer son propre reflet glorieux que tu as fini par briser, en comprenant qui se cachait vraiment derrière le rideau de fumée. As-tu déjà remarqué ce moment précis, presque imperceptible, où le masque glisse lors d'une de ses tentatives de retour, quand il se rend compte que tu n'es plus la même, que le charme est rompu? C'est un choc ontologique pour lui. Il s'attendait à retrouver la victime tremblante, la femme en demande d'explication, et il tombe sur un mur de pierre froide, un silence de marbre.
C'est à cet instant précis que la dévaluation de la nouvelle source s'accélère brutalement, sans transition. Puisqu'il ne peut pas t'avoir, puisqu'il a perdu son pouvoir sur toi, il va détruire par pur dépit ce qu'il a sous la main. Il reproche à sa partenaire actuelle, avec une cruauté inouïe, de ne pas être toi, de ne pas avoir ton éclat, tout en te détestant, de ne plus être à sa disposition. C'est un cercle infernal de frustration et de haine de soi. Il se sent piégé dans une vie qu'il a lui-même choisie, avec une personne qu'il a lui-même recrutée pour te remplacer. Et cette impuissance le pousse aux pires extrémités de la cruauté mentale, transformant leur foyer en un champ de mines émotionnelles. La nouvelle source finit inévitablement par comprendre qu'elle n'a été qu'un pansement dérisoire sur une plaie béante, un simple accessoire dans son théâtre d'ombre. Elle réalise, avec une horreur tardive, que toutes les critiques acerbes qu'il formulait à ton égard étaient en fait des descriptions précises de ses propres défauts, une projection massive de sa propre noirceur. Elle voit la manipulation de la réalité s'installer dans son quotidien, comme une brume toxique. Elle commence à entendre les mêmes phrases préfabriquées, les mêmes reproches absurdes, les mêmes silences punitifs qui durent des jours et qui t'ont tant fait souffrir. La ressemblance entre vos deux histoires devient effrayante, presque surnaturelle. C'est là que le narcissique réalise son erreur fondamentale, celle qu'il répétera jusqu'à son dernier souffle. Il pensait que le problème venait de la partenaire, de l'autre, alors que le poison est dans ses propres veines, dans sa structure même. Il aura beau changer de décor, changer d'actrice, changer de ville ou de pays, la pièce de théâtre finira toujours par le même désastre, le même effondrement, la même solitude amère. Il y a une question que j'aimerais te poser, une question qui demande une honnêteté radicale et parfois douloureuse envers toi-même. Dans ce jeu de miroirs déformants, quel est le trait de caractère spécifique? Quelle est cette force précise chez toi qu'il a essayé de s'approprier, de vampiriser, et qu'il reproche aujourd'hui à sa nouvelle proie de ne pas posséder? Réfléchis-y bien, loin de la colère. Ce n'est pas une question de beauté physique, de jeunesse ou de succès matériel, car ces choses sont superficielles pour lui. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui touche à ton essence, même à ta lumière intérieure, à ta capacité de résilience ou à ta joie de vivre intrinsèque. Partage-le si tu t'en sens le courage, car mettre des mots sur cette qualité, c'est commencer l'acte sacré de la récupérer. C'est affirmer haut et fort que ce qu'il a tenté de te voler t'appartient toujours, que c'était un prêt qu'il n'a jamais remboursé et que c'est précisément ce vide sidéral qu'il ne pourra jamais combler chez une autre, aussi parfaite soit-elle à ses yeux au premier abord. La disparition brutale qu'il t'a imposée, ce ghosting lâche ou cette rupture sans explication, n'était pas un signe de ta faiblesse ou de ton insuffisance, mais un aveu définitif de son incapacité à gérer ta lumière. Quand il a réalisé, avec une terreur secrète, qu'il ne pourrait jamais t'éteindre totalement, que tu avais un noyau de résistance qu'il ne pouvait pas briser, il a dû fuir vers une proie plus facile, plus malléable, quelqu'un qui n'avait pas encore les armes pour le démasquer. Mais la mémoire est une traîtresse pour les gens de son espèce. Elle ne lui laisse aucun repos. Elle embellit ce qu'ils ont détruit par pure malveillance. Dans ces nuits d'insomnie, quand la nouvelle partenaire dort à ses côtés et qu'il se sent plus seul que jamais, il repense à la manière dont tu le regardais avant, avec cette confiance absolue, avant que tu ne découvres le monstre tapi derrière le rideau de velours. Ce regard-là est sa drogue la plus dure, et il est en manque sévère
un manque qui le ronge. La nouvelle partenaire lui offre un regard d'adoration naïve. Mais il sait, au plus profond de lui, que c'est une contrefaçon sans valeur, car elle ne connaît pas encore sa véritable nature. Ton admiration à toi avait une valeur inestimable parce qu'elle était totale. Et ton mépris actuel lui est insupportable parce qu'il sait qu'il est parfaitement justifié. Le karma ne dort jamais. Il n'oublie aucune adresse. Il ne s'agit pas d'une vengeance spectaculaire avec des éclairs et du tonnerre, mais d'une lente et inéluctable érosion de l'être. Le narcissique est condamné, par sa propre structure psychologique, à répéter le même cycle de destruction jusqu'à la fin de ses jours, comme un Sisyphe de la manipulation. Il est comme un voyageur, assoiffé dans un désert de miroirs, qui croit voir une oasis salvatrice à chaque nouvelle rencontre, pour ne trouver que du sable brûlant une fois arrivé. Sa vie n'est qu'une succession de départs précipités, de ponts brûlés et de retours honteux. Il ne connaîtra jamais la paix profonde d'une relation authentique, la sécurité d'un attachement sincère, car l'authenticité demande une vulnérabilité et un courage dont il est totalement dépourvu. Il restera toujours à la surface des choses, dans le paraître et l'artifice, condamné à comparer éternellement l'incomparable, à chercher chez les autres ce qu'il a tué en lui-même. Toi, pendant ce temps, tu apprends la leçon la plus dure, celle de marcher seul dans la tempête pour mieux apprécier le calme qui suit. Tu apprends à courir, loin de son influence toxique, vers une version de toi-même que tu n'aurais jamais rencontrée sans cette épreuve. La douleur que tu ressens aujourd'hui, cette oppression dans la poitrine, est le prix de ta libération définitive. C'est le symptôme du sevrage d'une drogue dure, appelée manipulation. Chaque fois que tu résistes à l'envie lancinante de vérifier son profil, chaque fois que tu bloques un nouveau compte suspect, ou que tu refuses de demander de ses nouvelles à des amis communs, tu gagnes une bataille décisive dans cette guerre de l'esprit. Tu es en train de reconstruire ton système immunitaire, émotionnel, cellule par cellule. Le narcissique le sent. Il a une antenne pour la perte d'emprise. Il sent que ses fils se cassent les uns après les autres, que le lien télépathique qu'il avait instauré s'étiole. C'est pour cela qu'il redouble d'efforts sur les réseaux sociaux pour paraître heureux, épanoui et amoureux avec la nouvelle. C'est une parade nuptiale désespérée, destinée à un public qui n'existe plus, un cri dans le vide. Il hurle son bonheur factice pour ne pas avoir à entendre le silence terrifiant de sa propre solitude intérieure. Il sait, au fond de ses tripes, que la nouvelle source ne t'arrivera jamais à la cheville, qu'elle n'est qu'un figurant dans le film de sa vie dont tu étais l'héroïne. Et cette certitude est sa cellule de prison, une prison dont il a lui-même forgé les barreaux. Pour sortir définitivement de cette arène sanglante et reprendre le contrôle de ton existence, voici quelques ancres psychologiques que tu dois planter fermement dans ton quotidien, comme des balises dans la nuit. Premièrement, pratique l'observation clinique de tes propres émotions, comme si tu étais une scientifique étudiant un phénomène étranger. Quand tu ressens cette poussée d'adrénaline, ce besoin viscéral de savoir ce qu'il fait ou avec qui il est, imagine que tu observes un virus sous un microscope. Nomme l'émotion avec précision. Tiens, voilà une poussée de nostalgie traumatique induite par un rappel sensoriel. Ne la juge pas, ne la réprime pas. Regarde-la simplement passer comme un nuage toxique dans ton ciel mental, sans la laisser entrer dans tes poumons. En devenant l'observatrice, tu n'es plus la victime impuissante.
Tu crées une distance de sécurité vitale entre ton cœur et le poison qu'il essaie encore de t'injecter à distance par le biais de tes souvenirs. Deuxièmement, nettoie ton environnement de toutes les projections d'avenir fictifs qu'il a laissées derrière lui comme autant de mines antipersonnelles. Cela inclut les objets physiques, bien sûr, mais aussi les habitudes numériques et les encres sensorielles. S'il émet un certain type de musique, une certaine odeur de bougie ou un restaurant spécifique, change tout radicalement. Réapproprie-toi ton espace physique et psychique. Fais de ton foyer un sanctuaire inviolable où aucune trace de son passage, aucune odeur de son parfum, aucune résonance de sa voix ne subsiste. Ton cerveau a besoin de nouveaux signaux sensoriels clairs pour comprendre que l'invasion est terminée, que l'occupant a été chassé et que le territoire est à nouveau souverain, placé sous ta seule autorité. Troisièmement, cesse immédiatement de chercher une logique humaine ou une rationalité émotionnelle dans un comportement qui relève de la pathologie pure. Tu perds un temps précieux et une énergie vitale à essayer de comprendre pourquoi il a fait ceci ou cela, pourquoi il a dit telle horreur alors qu'il jurait de t'aimer la veille. La réponse est d'une simplicité brutale. Il est structurellement incapable d'empathie. C'est une machine biologique à calculer les gains et les pertes émotionnelles, un prédateur social. Dès que tu acceptes enfin qu'il n'y a pas de cœur à atteindre, pas d'âme à sauver, pas de petit garçon blessé à consoler derrière le monstre, tu arrêtes de frapper à une porte qui ne donne que sur un mur de briques froides. Ta guérison ne dépendra jamais de ses excuses, qu'il ne donnera jamais sincèrement, mais de ta capacité à valider ta propre réalité sans son aide, à te croire toi-même avant de le croire lui. Quatrièmement, investis chaque once de ton énergie restante dans des activités qui demandent une concentration totale, une fusion du corps et de l'esprit. Que ce soit le sport de haute intensité, l'expression artistique brute, l'écriture thérapeutique ou l'apprentissage d'une discipline complexe, tu dois forcer ton cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales, à tracer de nouveaux chemins de plaisir et d'accomplissement. Le narcissique a colonisé tes pensées pendant des mois, voire des années. Tu dois les libérer par le mouvement, la sueur et la création. Chaque goutte de sueur, chaque ligne tracée sur le papier, chaque nouveau mot appris dans une langue étrangère est un acte de rébellion politique contre l'inertie et la mort psychique dans laquelle il voulait te maintenir pour mieux te contrôler. Tu n'es pas une option de secours, tu n'es pas une source de remplacement interchangeable, et tu n'es certainement pas une ombre destinée à hanter les relations futures d'un homme brisé et incapable de complétude. Tu es l'architecte souveraine de ta propre reconstruction, la seule maîtresse à bord de ton destin, le fait qu'il réalise ou non, aujourd'hui ou dans 10 ans, que la nouvelle personne ne te vaut pas n'a, en réalité, absolument aucune importance pour la suite de ton voyage. C'est son problème, c'est son enfer personnel, c'est sa boucle temporelle dont il ne sortira jamais. Ton voyage à toi se déroule désormais ailleurs, dans une dimension supérieure où la dignité, la paix et le respect de soi ne sont plus des options négociables, mais des conditions sine qua non de ton existence. Tu as survécu à l'effondrement total de ton monde. Tu survivras avec éclat à sa reconstruction. Regarde tes mains, regarde-les vraiment. Elles sont capables de créer de la beauté, de soigner des blessures, de tenir bon dans la tempête. Elles ne sont plus là pour ramasser les miettes de pain qu'ils jetaient négligemment au sol pour tester ta soumission. Le chemin devant toi
est vaste, immense, et pour la première fois depuis très longtemps, il t'appartient entièrement, sans partage et sans peur. Ne te retourne pas pour voir s'il te regarde, ne lui accorde pas ce dernier pouvoir. Regarde l'horizon, là où la lumière est réelle et non filtrée par un écran de téléphone, là où les sourires ne sont pas des pièges tendus, là où tu peux enfin remplir tes poumons d'un air pur, sans avoir à demander la permission de respirer. Si ce que nous avons disséqué ensemble aujourd'hui, avec cette précision chirurgicale, a résonné dans les profondeurs de ton être, si tu as senti une de ces chaînes invisibles se détendre ou se briser, je t'invite à accomplir un geste symbolique, ici et maintenant. Ne le fais pas pour moi, ne le fais pas pour plaire à une audience, fais-le pour marquer ton territoire intérieur. En validant cette rencontre entre nos esprits, en ancrant ces mots dans ta conscience, tu signes ton propre acte d'indépendance radicale. C'est une manière de dire au karma, à l'univers et à lui-même que tu as reçu le message, que la leçon est apprise et que tu es désormais prête à laisser le passé se consumer de lui-même, sans chercher à en sauver les cendres. C'est le premier pas, le plus difficile, mais le plus beau, pour sortir définitivement de l'ombre portée par son ego et marcher avec détermination vers ta propre lumière, celle qui n'a jamais cessé de briller en toi, même au plus fort de l'éclipse. Tu as traversé le feu, tu as connu les flammes de la dévaluation et les cendres du rejet, et même si tu te sens encore couverte de ces poussières grises, n'oublie jamais que c'est précisément ainsi que l'on forge l'acier le plus pur et le plus résistant. Ta valeur n'a jamais été, et ne sera jamais, définie par sa capacité limitée à la voir ou à la comprendre. Elle est définie par ta capacité héroïque à la protéger, à la chérir et à la faire grandir quand tout le monde, et lui le premier, essayait de te convaincre qu'elle n'avait jamais existé. Reste debout, garde la tête haute, reste lucide face au mirage, et surtout, reste souveraine de ton cœur. Le boomerang de la réalité est déjà en vol, porté par les lois immuables de la psyché humaine. Et il n'a absolument pas besoin de ton aide ou de ton intervention pour trouver sa cible avec une précision mathématique. Ta seule et unique mission, celle qui demande tout ton courage, est d'être déjà très loin, de l'autre côté de l'horizon, quand il touchera enfin terre dans un fracas de silence. Tu n'es pas la fin de son histoire, tu es le commencement de la tienne, et celle-ci s'annonce grandiose.